Papa Bogda. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour. Partageons le direct les amis. On se parle 2 minutes. Juste 2 minutes. On se parle, on se parle, on se parle, on se parle. On se parle 2 minutes. C'est très important de se parler les amis. C'est très important de se parler. Partageons le direct s'il vous plaît et mettons les cœurs au maximum. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Bonjour à Patrick Campbell, Mourinho. Bonjour à tout le monde. Et nous allons revenir sur un sujet qui a pris l'actualité et qui a pris à contre-pied toute l'audience, tout l'auditoire, plusieurs Camerounais qui se demandaient est-ce que c'est vrai, est-ce que Bobda a été relâché. Maître Fausse l'a dit, ils ont eu la première confrontation aujourd'hui entre l'une des victimes qui a d'ailleurs porté plainte, était en face à face avec Bobda ce matin. Donc la rumeur a été lancée pour une bonne raison et nous allons en parler aujourd'hui. À côté de ça, il y a la vraie fausse démission de Samuel Eto'o fils. Nous allons un tout petit peu parler parce que je l'ai dit hier, nous ne devons pas nous focaliser sur la fédération camerounaise de football. À un moment donné, le gars là lui-même il est fatigué. Parce que les Camerounais aiment la politique de l'autruche. Ils n'aiment pas voir le vrai problème en face et en parler. Les Camerounais aiment fuir le sujet. Ils fuient la réalité de l'augmentation des prix pour aller s'appuyer sur le fameux Samuel Eto'o. Oh, Samuel est monté, Samuel est descendu. Son est monté, Son est descendu. Vous n'êtes pas fatigué? Ah! Quand on tape son enfant, on ne le laisse pas dehors. On le fait rentrer quand même. Matin, midi, soir, Samuel Eto'o. Les Camerounais ont peur d'aborder leurs vrais problèmes. Et donc, finalement, le dos de Samuel Eto'o est tellement large que c'est sur son dos qu'on tape tout. On tape correctement et on tape bien. Mettez le cœur s'il vous plaît. Partageons le direct. On est juste au début. Partageons le direct. Nous ne sommes que 31 et il n'y a que 4 ou 5 partages. Partageons le direct. Mettons les cœurs pour que la notification, pour que la bande passante s'agrandisse. S'il vous plaît, c'est très important. Alors, je vais commencer ce direct par rendre hommage au Congo. Le Congo-Brazzaville. Congo-Kinshasa. Autant pour moi. Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa pleure depuis des années. Je vais commencer par le Congo. Mbote Nayo. Mbote, tous mes amis du Congo, ou tous ceux qui sont passés par le Congo. Le Congo est en train de vivre un génocide depuis de longues années. Partageons le direct s'il vous plaît. Que cela arrive jusqu'à l'Union africaine. Que cela arrive jusqu'aux oreilles des différents présidents qui n'ont pour seul marteau, pour seule force que de frapper sur le Mali, sur le Niger et sur le Burkina Faso. Le Congo se meurt. À l'est du Congo, dans les régions de Goma et autres, il y a des enfants qu'on découpe, qu'on assassine. Je ne vous fais pas un dessin. Les vidéos sont horribles. Les enfants sont exploités dans les mines. On extrait toutes les richesses dans les mines et dans les sous-sols de l'est du Congo. On les achemine à l'étranger. Tout ce qui rend nos téléphones tactiles, 80% de ce produit est extrait au Congo, Kinshasa. Partageons le direct, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Depuis plus de 10 ans, ce pays souffre. Merci merveille. Même plus, presque 20 ans aujourd'hui. Sinon plus de 20 ans. Même à l'époque de Kabila, il y avait déjà la guerre à l'est du Congo. Il y a un film qui a même été tourné avec un très grand acteur africain et Leonardo DiCaprio, où ils vont chercher le gros diamant bleu. C'est à l'est du Congo. Ça traduit ce qui se passe à l'est du Congo. On a des gens
qui ont créé des milices, qui enlèvent des enfants, les font travailler dans des souterrains, dans des trous, dans des mines, exploitent les terres, exploitent les sous-sols, revendent leurs produits et lorsque ces enfants sont fatigués, ils les abattent. Ces enfants deviennent tout simplement, et les filles qu'ils enlèvent deviennent des objets sexuels. Vous vous souvenez du professeur Mukwege, Denis Mukwege, qui a gagné le prix Nobel de la paix, l'homme avec le film L'homme qui repart les femmes. Celui-là qui avait l'art de recoudre les femmes violées. Il a gagné son prix Nobel parce qu'il a consacré une partie de sa vie à donner du réconfort à des femmes qu'on a détruites. Une autre forme de guerre en ce moment-là au Congo, et ça continue encore aujourd'hui, c'est que lorsqu'on prend un homme, on viole sa femme devant lui, en fait, on est en train de détruire cette famille-là. Ensuite, on assassine le monsieur, ou alors on l'enrôle dans l'équipe de ceux qui les enlèvent, on l'enrôle de force, il devient agent de l'armée de cette milice, et les enfants sont exploités un peu partout. Les jeunes filles sont violées tout le temps. Et ça, devant l'indifférence de nombreux peuples africains. Je vous invite à partager massivement et de dire que ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Et tous ces marabouts qui subitement deviennent fans de la page, là, qui vont se connecter et qui viennent mettre des commentaires pas possibles, nous allons les suspendre immédiatement. Nous ne sommes pas ici pour faire la promotion du portefeuille magique ou bien des facilités de ce genre ou bien des arnaques de toutes sortes. Nous sommes là pour parler des sujets très sérieux, notamment le Congo qui nous parle aujourd'hui. Alors c'est pour ça que j'aimerais inviter l'équipe nationale du Congo, avant son match de demain, à porter un brassard noir. Parce que quand je parle du brassard noir, les gens m'ont souvent dit « Oh, pourquoi tu parles de ça au Lions Indomptables ?» Là, je parle aux Congolais. Je vous invite à partager, s'il vous plaît, le direct. Que ça tombe dans les oreilles de mon ami l'avant-centre-ci, Wissa, qui joue en Angleterre. Voilà, ils sont nombreux, les marabouts qui sortent là. Pardon, bloquez-les tout de suite, s'il vous plaît. Je les bloque et je ne sais pas comment. Une fois que j'ai bloqué, je ne sais pas s'ils suppriment. Il faut supprimer ça. Les modérateurs là, s'il vous plaît. Partageons le direct, s'il vous plaît. On n'a même pas encore dit partage. Vous êtes sûr que vous voulez que ce message aille loin? On n'a même pas encore dit partage. Partageons le direct, s'il vous plaît. Si on ne partage pas, ils vont couper le direct. Parce qu'une fois que je vais aborder la question, ils vont couper le direct. Donc, je vous préviens, partageons le direct. S'il vous plaît. Voilà. Et on dit cela, j'aimerais donc embrayer directement sur le premier sujet qui concerne exactement la vraie fausse libération. La démission, on va parler un peu de la démission de Samuel Eto'o-Fils. Voilà. La démission de Samuel Eto'o-Fils. À l'unanimité, ce que j'ai compris sur la toile, les gens parlaient de schéma. De schéma. Mais moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Moi aussi, j'ai pensé que c'était un schéma, mais non. Samuel Eto'o est fatigué. Il est fatigué de constater que les Camerounais l'accusent de tout. Je recommence. Partagez le direct. Je ne suis pas dans vos conflits églisiens et hibou. Mais je dis, Samuel Eto'o-Fils, en présentant sa démission non pas à l'Assemblée, mais au comité exécutif, c'est un message qu'il passait. Certains peuvent appeler ça schéma, probablement, peut-être c'est un schéma. Mais le sujet à l'ordre du jour concernait le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on se demande pourquoi le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas été fait avant qu'il ne présente sa démission.
Les cœurs, s'il vous plaît, le cœur, les cœurs. Le live est signalé. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, s'il vous plaît. Je sais que cette partie ne va pas plaire à certaines personnes, mais je ne donne qu'un avis. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec mon avis peuvent me le dire, soit en commentaire, soit monter dans le direct et donner leur avis. Bonsoir Evan Rodge, bonsoir à toi et bonsoir à tous les autres. Alors, ce que je pense de la démission de Samuel Eto'o, c'est qu'en fait, on n'a pas eu le temps de faire le bilan de la CAN. À la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'on avait eu le temps de faire le bilan non plus. 3 hypothèses sont donc ressorties d'après ce que je vois sur la toile. Première hypothèse, c'est le schéma. Il l'a fait pour que tout le monde le reconduise et qu'il se sente soutenu. Deuxième hypothèse, il l'a fait pour qu'on n'évoque pas le bilan de la CAN et qu'on se focalise sur la démission, l'arrêt du projet qu'il a conduit au sommet de la CAF, de la fédération, et on enterre tous les problèmes qu'il y a eu à la Coupe d'Afrique des Nations, tous les problèmes de gestion des joueurs, tous les problèmes d'immixtion dans le vestiaire, tous les problèmes qui ont été évoqués par un coach qui a déposé sa démission, M. Migné, qui a démissionné, en trouvant que le président était omniprésent dans la gestion tactique de l'équipe. Tous ces éléments renforcent le deuxième point selon lequel, pour éviter de parler de tous ces problèmes, déposer sa démission orienterait les débats vers « Non, président, tu ne peux pas partir, reste. » Et comme c'est un titré, c'est Kweda. Donc, il reste. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Je recommence. Première hypothèse, c'est la volonté de se sentir soutenu par le comité exécutif en démissionnant. Lorsque le comité exécutif lui réitère sa voix, lui renouvelle son soutien, ça le reconforte dans son projet. Deuxième hypothèse, le fait d'évoquer la démission au début de l'Assemblée générale fait qu'on ne parle même plus du sujet qui était prévu à l'ordre du jour, c'est-à-dire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Et par ricochet, peut-être le bilan aussi de la Coupe du Monde. Donc, que la démission aurait été utilisée pour dévier le vrai sujet. Et la troisième hypothèse, celle selon laquelle Samuel Eto'o est fatigué de voir les Camerounais fuir leur véritable problème pour chanter son nom matin, midi et soir. Alors, chers auditeurs, quelle est l'hypothèse qui vous semble la plus plausible? La première, le réconfort de son comité exécutif. La deuxième, empêcher le débat, le vrai débat sur le bilan de la CAN. Et la troisième hypothèse qui traduit l'état de quelqu'un qui est fatigué de se sentir jugé tout le temps. Quelqu'un qui se sent mal aimé, jugé, critiqué et qui est accusé de tout, même de ce dont il n'est pas responsable. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je n'ai rien contre les églisiens, pardon. Le sujet, si j'ai ouvert le sujet, donc les églisiens, venez donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la démission de Samuel Eto'o fils? Je vais donner mon avis à la fin. Parce que si je donne mon avis tout de suite, on risque de couper le direct. Ayant dit cela, j'aimerais parler du coup d'État au Sénégal. Ce matin, l'Assemblée nationale sénégalaise a validé la proposition du président sortant, proposition selon laquelle on devrait assister à un report des élections jusqu'en décembre 2024. Et cela entraîne donc ce qu'on appelle de facto un coup d'État constitutionnel. Permettez-moi de vous rappeler le problème sénégalais. Et beaucoup de Camerounais vont se retrouver là-dedans. En 2012-2013, lorsque j'étais encore à Dakar,
J'ai été moi-même un acteur de l'élection de Macky Sall, dont je parle comme un témoin oculaire. J'étais au Radisson Hotel. J'étais dans l'équipe qui gérait la veille électorale. J'étais le statisticien qui a été recruté par l'ONG Gorée Institute pour couvrir cet événement dont je parle avec autorité. Et permettez-moi de vous rappeler qu'en 2013, c'était 2012, oui, février-mars 2012, premier et second tour. Il y avait plusieurs candidats. Je tiens à rappeler qu'avant les élections présidentielles, le président Wade a voulu créer un poste de vice-président, le donner à son fils, qui à l'époque était déjà ministre de... Il était déjà responsable de 7 ministères de portefeuille. Et il faut rappeler qu'il gérait à lui seul le tiers du budget du Sénégal. Son fils. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et j'aimerais que le peuple africain prenne conscience de ce qui se passe là-bas. En 2012, les opposants ont décidé de boycotter les élections. Parmi les candidats, il y avait le maire de la ville, la région qui est à côté de Fatick. Fatick, il était l'ancien premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Un pétrolier, son nom m'échappe. Très âgé, très aimé par les Sénégalais. Je sais pas, son nom m'échappe. Si vous mettez ça en commentaire, si vous mettez les candidats en commentaire, je pourrais vous dire. Il y avait plusieurs candidats qui ont voilà un autre qui est venu nous dire, tu ne nous dis rien concernant l'augmentation des prix des carburants qui vide le panier de la ménagère. J'en ai parlé hier, monsieur Louis-Henri Nguidjoy. J'en ai parlé hier et j'allais revenir dessus avant la fin du live. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Je disais donc au Sénégal, avant les élections présidentielles qui ont permis à Macky Sall d'être président, les autres membres de l'opposition ont boycotté les élections. Les cœurs, s'il vous plaît. Macky Sall est le seul candidat qui a fait le tour des régions, les 14 régions. Il a fait une campagne électorale et au soir des élections, au soir du premier tour, il est celui qui était devant et les autres candidats se sont retournés vers lui et il a été plébiscité avec plus de 60% des voix contre à peine 30% de voix pour Abdoulaye Wade. À cette époque, il y avait un mouvement qu'on avait créé qui s'appelait Y'en a marre. Y'en a marre était un mouvement de jeunes activistes qui étaient contre... Je vous l'avais dit, ils l'ont coupé. Les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Merci de mettre les cœurs et de partager le direct, s'il vous plaît. Et donc, une fois que Macky Sall a été élu, il a eu le soutien du peuple. Ce qui est triste, c'est de voir comment il a combattu Ousmane Sonko. Le live est oh là là, le live est tellement attaqué que je ne sais pas si on va pouvoir le finir. Au moins avançons. Mettez les cœurs s'il vous plaît et partageons le direct. Alors Sonko étant candidat, Sonko est celui qui a convaincu le plus la jeunesse. Il est jeune, il est dynamique, il est anti-français, il est panafricaniste dans l'âme. Il priorise les entrepreneurs. Parle des problèmes du Cameroun, s'il te plaît. Le Sénégal, on s'en fout. Je parle du Cameroun tous les jours. Aujourd'hui, je parle au moins du Congo, du Sénégal. Et je reviendrai sur le Cameroun, monsieur Louis-Henri. Ne vous en faites pas. Partagez au moins le direct. Parce que ça marque ici que vous n'avez pas encore partagé. Merci, Evan Roach. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Et les cœurs, s'il vous plaît. Pour qu'ils ne soient pas supprimés. Et on dit cela, Macky Sall a fait ses 2 mandats. Et au moment de boucler le 2e mandat, on lui a posé la question ouvertement, est-ce qu'il voudrait être encore candidat pour un 3e mandat? Il a refusé de répondre à la question.
Ensuite, lors d'une visite, il est sorti et dit merci à son parti qui le soutient pour une éventuelle candidature à la présidence. Les Sénégalais sont sortis en masse. Les Sénégalais ont grévé tellement fort qu'il a reculé. Bye bye, monsieur Louis-Henri, bye bye. On va revenir sur Bobda dans quelques minutes. Je finis avec le sujet Bobda. Je finis avec le sujet du Sénégal, je reviens directement sur Bobda. Le Bobda et la vie chère. Bonsoir Leila, Keila. Et partant donc de cette situation, le peuple sénégalais a barré la route à Macky Sall. Et pour se venger, il a tout fait pour incarcérer son principal adversaire aux élections présidentielles, qui n'est personne d'autre que Ousmane Sonko. Ayant barré la voie à Ousmane Sonko, Sonko a demandé à son vice-président de parti de poser sa candidature. Celui-ci également est mis aux arrêts. Mais étant donné que sa condamnation n'est pas encore effective et que sa condamnation ne peut pas dépasser les 6 mois, ça ne va pas entacher son casier judiciaire. Donc, le casier de judiciaire de Sonko étant entaché, la Cour constitutionnelle, par complicité avec Macky Sall, ayant empêché la candidature de Sonko, son adjoint est candidat. Et les derniers sondages qui ont été publiés en fin janvier ont montré que son adjoint va gagner les élections avec un très grand écart. Pourquoi? Parce que l'adversaire de son adjoint n'est rien d'autre que Amadou Ba, qui est le premier ministre sénégalais et qui n'est qu'un pantin de Macky Sall, quelqu'un qui n'a pas de charisme, qui n'a pas d'autorité et qui ne peut pas dire non, qui ne peut pas suivre le chemin de la population. Les gens le connaissant, les gens étant informés de qui est le candidat du parti Bono Bok Yahya, le parti de Macky Sall, et donc, ils ont conclu que leurs intentions de vote vont vers le candidat du PASTEF, qui est dans le parti de Ousmane Sonko. Macky Sall, étant au courant de cela, a voulu modifier les règles. Ça n'a pas marché. Il a donc trouvé un autre candidat qui pourrait tenir la route, en la personne du fils de Abdoulaye Wade, qu'on appelle Karim Wade, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que Karim Wade a aussi la nationalité française. Il a donc entamé une procédure en France pour renoncer à sa nationalité française. Malheureusement pour lui, au moment de la fermeture des candidats, ce document de renonciation de la nationalité française n'avait pas encore été validé. C'est seulement la semaine dernière que ce document est sorti. Et donc, Macky Sall décide donc de reporter les élections pour qu'on rouvre encore les candidatures et que le jeu politique lui permette d'introduire la candidature de Karim Wade et lui donne le temps de discréditer l'adversaire de Amadou Ba et positionner Karim Wade. Voilà le travail des sous-préfets en Afrique. Voilà le travail de ceux-là qui détruisent l'autonomie de l'Afrique. Voilà le travail de ceux-là qui ne veulent pas voir l'Afrique avancer. Il a fait ces 2 mandats. Il ne veut pas partir. Il ne veut pas laisser le pouvoir à celui que le peuple aura choisi. Il veut pactiser avec quelqu'un et laisser le pouvoir à celui qu'on pourra manipuler. Et c'est ça, le jeu trouble, qui risque de se répéter au Cameroun. Le problème de succession au Cameroun aujourd'hui est tel que les gens du RDPC ne savent pas qui est-ce qu'ils vont choisir pour remplacer valablement le père. Et face à cela, la meilleure stratégie, c'est d'empêcher l'adversaire politique le plus craint, le plus tenace, qui est le professeur Maurice Kamto. Trouver le moyen de l'empêcher d'être candidat,
trouver le moyen de le discréditer. Et même si on arrive à le discréditer, faire en sorte que son éventuel candidat ou bien quelqu'un qui l'aura plébiscité ne puisse pas être à la hauteur du candidat du R. Ce que vous voyez au Sénégal est valable aussi pour une bonne partie des pays de l'Afrique centrale. Faites attention. Je reviens sur l'affaire Bobda, simplement pour vous dire que une rumeur a circulé concernant l'affaire Bobda. Partagez au moins le direct, non les amis. Mettez les cœurs. Bon, juste pour conclure avec le cas du Sénégal, je vous l'ai dit, c'est une machination de Macky Sall. Mais les uns et les autres, ils voient dans la main de la France-Afrique. Les uns et les autres, ils voient les intérêts d'une suprématie ou bien de certaines personnes qui veulent préserver leurs intérêts au Sénégal. En se foutant bien de ce que peuvent penser le Sénégalais lambda. Et c'est en cela que la situation qui se passe au Sénégal doit nous interpeller tous. Parce que le jeu trouble qui se passe au Sénégal est un jeu trouble qui pourrait se passer en Afrique centrale. Ne soyez pas surpris. Ne soyons pas dupes. Et ils ont peur de l'AES. Justement, Jeanne. Ils ont peur de l'AES. Ils ont peur du phénomène AES. Ils ont peur qu'il y ait un phénomène de contagion parce que tous les membres de l'AES sont de très bons amis de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a développé sa politique, il a développé son programme et il rejoint énormément Assimi Goïta, Traoré et les autres, et Tchani, dans leur projet d'autonomisation de l'Afrique. C'est ça le problème sénégalais. Ayant donc dit cela, je vais donc aller directement sur le problème de Monsieur Bobda. Il y en a qui ont publié sur la toile et vous ont fait croire que les plaintes n'ont pas été déposées. À la fin de ce direct, je vais partager avec vous une vidéo de Maître Fous, la dame qui gère le collectif qui défend les victimes, qui va vous confirmer que ce matin, il y a eu confrontation entre une des victimes et l'équipe de Bobda. Donc ceux qui sont venus vous dire que Bobda a été libéré, c'est faux. Il pourrait être libéré dans les jours à venir. Mais au moment où on se parle, il est encore à la maison d'arrêt de Bonanjo. Information de source sûre. Donc ne vous laissez pas. On va utiliser ce genre d'informations. Oh, il a été libéré. Oh, Samuel Eto'o est monté. Oh, tel est descendu. Pour vous distraire. Je ne cesse de vous le dire depuis plusieurs jours. Les Camerounais font comme des autruches. Vous savez ce que l'autruche fait lorsqu'elle voit le danger venir? Lorsque vous lancez une flèche vers l'autruche, vous savez ce qu'elle fait? Elle ne cache pas son corps, elle ne fuit pas. Elle plonge la tête dans le sable. Elle refuse d'affronter le problème en face. Les Camerounais font exactement comme l'autruche. Il y a un problème lié à l'augmentation des prix des hydrocarbures. Une augmentation dont on vous a démontré ici depuis des mois que cette augmentation va engendrer un niveau de vie très cher. Une inflation généralisée à travers une sorte de ondes de choc, ce qu'on appelle les ondes de choc. Une augmentation de prix de carburant va automatiquement augmenter le prix de transport, automatiquement augmenter le prix des produits, parce que ces produits, les producteurs vont vouloir garder un niveau de vie assez raisonnable. Ils vont imputer sur la marchandise les frais de transport et c'est tout naturellement que le produit va coûter plus cher. Je vous ai pris l'exemple de la dame qui vient à Yaoundé avec des cageots de tomates venant de Fumban. Si elle arrive à Yaoundé et que le transport est passé de 5 000 à 8 000, les 3 000 supplémentaires plus le 3 000 au retour, ça fait 6 000. Si elle avait 6 cajots, elle va ajouter 1 000 francs sur les coûts de ces cajots pour rentrer avec au moins ce qu'elle avait prévu en termes de vente de ses produits. C'est un truc simplement économique. Et cette augmentation dans le prix des cajots
va faire que le détaillant qui est sur le marché va aussi faire les tas, soit les tas plus petits, soit augmenter le prix de ces tas de tomates. Si ça coûtait 50 francs, elle va mettre à 100 francs. Ce qui coûtait 100 francs va coûter 200. Et la ménagère va sentir ça dans son panier. C'est ça qu'on appelle souvent le panier de la ménagère. Et à ce moment, on va dire donc que le niveau de vie, quelqu'un qui avait 1000 francs ne peut plus avoir la même quantité de nourriture qu'il pouvait acheter au marché. À ce moment, on dit qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat de la ménagère. Une baisse du pouvoir d'achat du consommateur, tout court. Et c'est cela que nous revendiquons. C'est ça que nous crions tous les jours. Les Camerounais doivent revendiquer cela. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que ceux qui vous dirigent, ils ont des bons de carburant de 1 million le mois. Ils n'ont pas de problème de carburant. Ils n'ont pas de problème pour manger. Ils mangent 5 fois par jour. Ils mangent bien. Ils vivent bien. Et, lorsqu'on vient vous dire, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ailleurs, le gouvernement va soit jouer sur plusieurs leviers, donner des subventions à des familles qui ont des difficultés. Il y a une augmentation de la subvention, augmentation de l'argent qu'on donne aux enfants, réduction subvention des garderies pour que ça ne pèse pas lourd sur les familles, etc. Il y a plusieurs méthodes qui permettent d'atténuer ces augmentations-là. L'État va jusqu'à subventionner même certains transports en commun pour que le bus continue d'être 3,50 $ par trajet et ça n'explose pas parce que le carburant a augmenté. Ce sont ces mesures d'accompagnement qu'on souhaite que les Camerounais puissent avoir. Et s'ils n'en ont pas, à qui profite donc cette augmentation? La question, je vous la pose. À qui profite cette augmentation? À ceux qui ont diminué la subvention et qui ont mis l'argent dans les poches. C'est simple. Et je rappelle ici que le Cameroun est également producteur de pétrole. Ça veut dire que lorsque le prix augmente sur le marché international, les recettes de l'État également augmentent. Donc lorsqu'on vient vous dire qu'on a augmenté le prix parce que le prix a augmenté sur le marché international, pourtant le Cameroun produit de l'essence, posez-vous la question, où est passée l'essence que nous produisons? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, alors sachez que c'est vous le dindon de la farce. C'est vous qu'on est en train de tromper. Voilà. C'était mon avis aujourd'hui sur ces points-là. Alors, pour résumer, j'aimerais donc vous reconfirmer que, d'ailleurs, je pense que Zumanto a publié un truc là-dessus. Donc, Monsieur Bobda est toujours aux arrêts, même si l'information selon laquelle il va être libéré, c'est une possibilité. Il pourrait être libéré dans les jours à venir. Mais au moment où on se parle, il est encore à la maison d'arrêt. Et on a demandé à toutes les victimes, toutes celles qui ont été victimes et qui pensent qu'elles veulent que la vérité puisse triompher dans l'affaire, qu'elles aillent porter plainte. Facebook n'est pas un tribunal. On ne condamne pas les gens au tribunal sur Facebook. Et la justice populaire n'est pas ce qu'on saurait encourager. Même si certains ont dit que si on le libère, ils vont appliquer la justice populaire. Nous ne saurons encourager cela. Si nous voulons un peuple responsable, il faut que la justice soit dite dans cette affaire. Et qui dit justice permettrait donc de connaître quels sont ses complices, les hauts gradés qui le protègent, tous ceux qui l'ont couvert pendant ces longues années, tous ceux qui ont dissimulé les plaintes qui ont été déposées et qui ont subtilement disparu. Comment se fait-il? Qui a permis qu'il ait les odeurs militaires? Comment se fait-il qu'il ait un permis de port d'armes? Qui l'a délivré? Comment et pourquoi? Que le réseau soit démantelé. Sinon, toutes ces dénonciations n'auraient servi à rien.
vraiment à rien. Et il sera libre dans quelques jours. Et peut-être qu'il recommencera. Et ça sera la faute à ceux qui ont gardé le silence. Parce que votre silence devient un silence complice. Lorsqu'on le dit, c'est pour que chacun prenne conscience que les accusations sont très graves. Et si ça s'applique à d'autres jeunes filles demain, ça sera la faute à ceux qui n'ont pas dénoncé aujourd'hui. Tout ce que nous voulons, c'est que la vérité soit dite dans cette affaire. S'il sort et qu'il est vraiment innocent, tant mieux. Mais s'il sort et qu'il est coupable, mais parce que les gens n'ont pas dénoncé, s'il recommence, toutes les autres victimes seront de votre faute. Et oui, sachez-le. Et encore, je l'ai mentionné tout à l'heure, je le rappelle ici, les victimes du Nord Kivu, les victimes du Congo, ces enfants qui sont découpés, violés, martyrisés, que la communauté internationale se penche sur l'affaire, que les casques bleus de l'ONU, ils servent à quoi les casques bleus? L'ONU sert à quoi dans ce genre de figure si les jeunes doivent continuer de mourir comme ça, dans l'indifférence? À quoi nous sert l'Union africaine? Qu'il se déploie et qu'il fasse quelque chose. Parce que chaque mort au Congo, c'est une mort de trop. Et mon message à l'équipe nationale du Congo, c'était qu'ils mettent un brassard noir, qu'ils demandent avant la demi-finale à observer 1 minute de silence pour leur peuple qui meurt tous les jours. Et comme ça, leur victoire sera dédiée à tous ces morts. Ça aura plus de force, ça aura plus de portée. Et ça sera un message à l'international. Parce que beaucoup de gens voudront voir cette demi-finale. Et ça sera l'occasion pour les équipes de l'équipe de Congo de marquer des esprits. Je n'ose même plus parler du problème de l'ONU, Jeanne Juste. Tellement j'en ai parlé avec le sujet de la bande de Gaza. Avec cette population qui est pilonnée tous les jours. Non, les images sont effroyables. C'est fatigant. C'est déprimant. On est dans un monde dans lequel il y a une indifférence totale. Et tout ça parce que beaucoup vivent au jour le jour. Beaucoup sortent pour avoir de quoi manger la journée là. Et chaque jour suffit sa peine. Si les Camerounais vivaient bien, si les Camerounais avaient une bonne condition de vie, mais voyons donc, on ne serait pas sur la toile en train de parler des problèmes de ce genre. Mais si on est là, c'est parce que ces problèmes ont des grosses répercussions sur les vies des pauvres populations. Et la diaspora aussi subit, parce qu'après on vous dit Orange Money. Orange Money. Sérieux. C'est pas toujours facile. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été nombreux. Je pense que le live, on a pu au moins le finir. Juste me confirmer si on est toujours en ligne, parce que je sais que plusieurs fois ils ont tenté de couper. Merci à ceux qui ont pu sauver le direct en partageant et en mettant les cœurs. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci également à ceux qui ont donné leur avis en message. Donc je pense à Jeanne Juste, à Geneviève Coignet, je pense à Lisa Tamgué, à Patrick Capuel, Keila, lui Henri Guidjo qui nous accusait de lyncher Eto, pourtant ce n'était pas le sujet du direct. Evan Roach, bonsoir à toi. Et Marie-Claire Mégan, bonsoir ma très chère. Joël Minkoua, Mireille, Véronique et bien sûr le maillot jaune, c'était bien Patrick Capoel. Bonsoir à tous, je vous souhaite une très belle soirée, une très très belle journée. Et dites-vous que le fait de penser au malheur des autres ne fait pas de vous quelqu'un de trop sensible, ça fait de vous quelqu'un de normal. Parce que quelqu'un de normal doit penser aux douleurs des autres. Quelqu'un de normal doit
se mettre dans la peau des autres. Et ceux qui n'ont pas encore inscrit leur nom sur les listes électorales, faites-le. Peut-être que c'est par là que le changement passera. Ceux qui se mobilisent pour revendiquer au niveau de la hausse des prix, faites-le aussi. Faites-le, peut-être que ce gouvernement comprendra. Mais nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons le devoir de revendiquer. Et nous avons l'obligation d'être des humains. Le simple fait d'être des humains nous oblige à nous mettre dans la peau des autres. Merci et à très bientôt. Bye bye. À demain, même heure. Tomorrow we have to talk about something. Je vais préparer le sujet pour vous. Ciao.